Ah, c'est un monsieur passionnant que je reçois cet après-midi, c'est Serge Zaka. Bonjour Serge. Bonjour à tous. Pour Orage sur le climat, sur la couverture du livre, vous mettez aussi l'agroclimatologie ouvre un espoir pour notre avenir sur Terre. Exactement. Donc voilà, on récupère le sourire tout de suite. Vous n'êtes pas venu uniquement avec la grande faux pour nous dire que nous allons tous mourir. Au contraire. Pas pour l'instant du moins. Pas pour l'instant. Alors, l'agroclimatologie, d'abord, la météo, vous êtes tombé dedans quand vous étiez tout petit. Exactement. Qu'est-ce qui fait que tout à coup vous êtes intéressé, vous êtes devenu chasseur d'orage? C'est quand même. Alors comme on a vu dans Twister, et vous y faites référence dans le livre, oui. Ceux qui chassent les tornades dans les plaines d'Amérique, vous c'était les orages, quoi. Exactement. Alors faut savoir que je suis passionné de météorologie depuis que je suis petit. Hein. Ouais. J'ai des souvenirs de neige et des souvenirs d'orage quand j'avais 5 ans, ce qui est très jeune, hein, comme mes enfants, ils ont 5 ans, je me dis ils doivent se souvenir aussi des orages. J'ai aussi commencé des relevés de météorologie toutes les demi-heures, jour et nuit, à l'âge de 9 ans. Et puis j'ai commencé mes première chasse à l'orage à l'âge de 13 ans. Et c'est vrai qu'on n'arrivait pas à trouver d'explication de pourquoi j'étais fasciné par le bruit, par ces orages. Et en fait, en écrivant ce livre avec Jérémy, hein, qui est co-auteur du livre, eh bien, il m'a beaucoup interviewé et puis il m'a beaucoup écouté. Il m'a dit, c'est bizarre, j'ai l'impression que du fait d'avoir fui la guerre au Liban, là où il y avait des bombes, justement, quand j'étais plus jeune, c'est un peu l'orage. L'orage, c'est un peu ça, quoi. Ouais. Peut-être qu'il y a un lien avec ces orages qui font aussi, c'est comme un bombardement de la ville. Le bruit et la lumière. Et la lumière. Ouais. Et donc il m'a dit peut-être que c'est inconsciemment une volonté de retrouver ce que j'avais au Liban pendant mes 2 et 3 ans. Et effectivement, oui, j'ai des souvenirs quand j'avais 2 ou 3 ans où je restais devant la fenêtre et je voyais, parce qu'on habite en montagne, et je voyais les bombes tomber dans les plaines et je me disais... Heureusement, pas trop près de vous, mais quand même, malgré tout, vous avez subi les affres de la guerre comme tous les Libanais, quoi. Comme tous les Libanais. Alors moi, qu'une fois, certains Libanais, plusieurs fois, malheureusement. J'avais la chance que mon père soit français de naissance parce qu'il est né en Afrique, dans des colonies françaises. Et donc, même si on n'était jamais allé en France, on est parti en France, un peu du jour au lendemain, sans trop de raison. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que vous remettez votre parcours en avant. C'est l'ouverture du livre. Vous expliquez aussi tout ce que vous devez à vos parents et à leur sacrifice. C'est grâce à ça que vous êtes celui que vous êtes aujourd'hui. Exactement. Cette gratitude est extraordinaire, je trouve. C'est toujours un sujet très sensible chez moi, puisque vous imaginez, moi, à leur âge, j'étais en train de faire ma thèse, quoi. Et eux, ils fuyaient les bombes. J'étais bien logé, j'avais une maison, j'étais seul dans la maison. Moi, mes parents, à leur âge, à 25 ans, quand ils m'ont eu, ils étaient sous les bombes, quoi. Donc j'ai une certaine forme de gratitude et c'est normal parce que j'ai pu faire mes études grâce à cette décision. Ils sont venus en France, je vous rappelle, on dormait sur des matelas dans un appartement vide. On n'avait rien. Mais ils vous ont jamais fait sentir que c'était difficile. Non. Ils ont toujours fait en douce, comme on dit. Voilà. Pour vous, ce soit évident, vous puissiez tracer votre route, et vous l'avez bien tracée. J'ai bien tracé, ils me l'ont bien canalisé, ils m'ont bien écouté que je voulais vraiment devenir chasseur d'orage. Alors c'est vrai que quand ma mère, quand j'avais 7-8 ans, m'a demandé « Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie ?» J'ai dit « Chasseur d'orage !» Alors effectivement, oui, je suis devenu chasseur d'orage, mais c'est par ma volonté, mais aussi par mes parents qui ne m'ont pas bloqué. Donc un conseil que j'ai à donner aux parents et que j'applique à moi-même, écoutez les envies de vos enfants. C'est-à-dire que c'est vrai que, par exemple, une fille, on va lui dire, est-ce que tu veux faire de la danse, du dessin ou du chant le mercredi? Et si elle veut faire de la boxe? Et si elle veut faire de la boxe, qu'elle fasse de la boxe, quoi. En fait, c'est que écoutez, n'essayez pas de les mettre dans une case, quoi. Et moi, mes parents, ils se sont dit, il est vraiment bizarre ce gosse, on va regarder ce qu'il fait, mais on laisse faire. Et c'est vrai que c'est curieux qu'à 5 ans, 7 ans, je vais être chasseur d'orage, je vais être climatologue. Bah, ils me l'ont laissé faire. Ils m'ont choisi ils m'ont pas choisi mes cursus scolaires, je les ai choisis moi-même. Et ça fait toute la différence. Alors, 13 ans, vous rentrez dans un club, je sais pas si on peut appeler ça de météorologistes amateurs. C'est ça, c'est le groupe des passionnés de météorologie. Voilà. Infoclimat.fr en France, c'est une association à but non lucratif. À 13 ans. À 13 ans. Et avec des adultes dont vous venez de faire la connaissance. Exactement. Vous vous jetez sur la route pour aller à la chasse aux orages. C'est ça. Alors, les adultes, en fait, je les connaissais depuis 2-3 ans. On parlait en fait sur Internet. Alors c'est vrai que c'est curieux de dire qu'un petit jeune de 13 ans va rencontrer des majeurs de nos jours. À l'époque, on n'avait pas les prédateurs, c'était le début d'Internet. Voilà. On n'avait peut-être pas les prédateurs qu'on a maintenant et peut-être pas les mêmes précautions. Mais ma mère a fait quand même ses précautions en rencontrant les personnes avant, bien sûr. Et après, en fait, en voyant qu'on parlait que d'orage, de science et comment on parlait entre nous, entre passionnés, elle a dit, oh là, il faut le laisser faire. Encore une fois, il fait pas de conneries, je préfère mieux qu'il aille chasser l'orage que d'aller traîner
dans la rue et faire n'importe quoi. Ça paraît tellement évident, dit comme ça, mais il faut, quand on est parent, il faut accepter aussi. C'est vrai que ma fille a 7 ans. Ouais. Et là, si ma fille me dit je veux sortir prendre des photos de Laura, je lui dis bah non. non. Si, vous aviez dit que vous les mettriez pas dans des boîtes. C'est ça que c'est jeune, 7 ans. Voilà. Mais c'est vrai que moi, ça va commencer jeune. Donc je peux comprendre l'inquiétude de mes parents. Je la comprends du moins maintenant par rapport au côté dangereux aussi de se retrouver dehors sous l'orage. Mais bon, je l'ai fait grâce à eux et je suis devenu chasseur d'orage très rapidement dès l'âge de 15 ans. Et c'est alors avec des vents peut-être un peu moins violents et c'est peut-être spectaculaire mais différemment, c'est vraiment comme on voit dans le film Twister, les mecs qui courent derrière les tornades aux États-Unis, vous courez derrière les orages avec vous aussi vos cartes, vos jumelles, l'observation du ciel. C'est exactement pareil, sauf que nous on n'a pas les tornades aussi violentes. Hein. Ouais. Premier point, l'adrénaline, l'aventure. Déjà, mon style vestimentaire le montre bien, le chapeau de cow-boy. Ensuite, on a le côté scientifique. Parce que l'objectif du chasseur d'orage est aussi de faire collecter des données scientifiques. De collecter des données. Donc ce n'est pas déconnant par rapport à un métier aussi. C'est un reporter climatique de terrain. Alors vous dites que maintenant les chasseurs de tornades aux États-Unis, c'est devenu un tel business, touristique que ça devient dangereux même parce qu'il y a des embouteillages sur les chemins où il y a les tornades. Donc il y a des mecs là-dedans qui risquent de se faire embarquer quoi. C'est ça. Il y en a qui se sont fait embarquer. D'ailleurs, l'un des plus grands, Tim Samara, je crois, l'un des plus grands chasseurs de tornades du monde s'est fait embarquer par une tornade qui a changé de trajectoire au dernier moment. Sans même aucune prévision à l'avance de cette trajectoire. Mais quand même un truc qui est dingue, c'est que alors vous avez parcouru, aujourd'hui vous êtes père de famille, vous avez des enfants, une femme et tout, et vous êtes quand même un drôle de papa, si vous me permettez cette expression, parce que vous choisissez les lieux de vacances en fonction du potentiel d'orage. Donc systématiquement votre famille se retrouve sous la flotte, quoi. Et la date de naissance des enfants. Oui. Alors non, pas forcément, parce que les orages les plus esthétiques, c'est des orages souvent caniculaires, et il fait beau une bonne partie de la semaine. Et après il y a un orage qui passe, il fait plus frais. Les orages les moins esthétiques, là où il pleut, comme en Belgique ou en Bretagne, c'est des orages plus faibles. Quoique en Belgique, il peut y en avoir de beaux, mais avec un temps plus doux, on va dire. Oui, et qui traîne un peu plus longtemps. Et qui traîne plus longtemps. Donc en réalité, oui, je ne peux pas, par exemple, partir en vacances au mois de juillet ou août en Belgique ou en Bretagne. Oui, vous êtes en état de manque, en fait. En fait, c'est pas possible. C'est-à-dire que si je rate un orage chez moi, je serais très en colère. Et j'en voudrais à tout le monde. Alors, je préfère prévenir ma femme. On part en vacances plutôt sur la saison août, septembre, octobre, sur la Côte d'Azur. Ce qui est très beau aussi. Ouais, c'est très beau aussi, la Côte d'Azur. Voilà. Mais la Côte d'Azur, en fait, c'est là où il y a les orages à cette période de l'année. Il y a aussi du beau temps qui peut être associé. On peut par exemple aller en Italie, en Espagne, sans l'avion bien sûr, en voiture ou en train. On peut aller en Italie, en Espagne, à Barcelone, en octobre, en septembre, pendant les vacances de la Toussaint. Mais vous habitez dans le sud, Barcelone, c'est pas très loin, l'Italie, c'est pas très loin. J'habite dans un lieu de vacances. Voilà, vous habitez dans un lieu de vacances. D'ailleurs, mon lieu d'habitation est choisi en fonction de la densité de foudroiement au kilomètre carré. Vous avez jamais eu peur de vous faire foudroyer? Ça doit traverser l'esprit quand même. J'ai pas le temps d'avoir peur parce qu'on est mort avant de comprendre qu'on s'est fait foudroyer. Toujours? Ah non, alors foudroyer c'est quand on est mort, fulgurer c'est quand on reste vivant. D'accord, ok. Donc voilà, attention à la différence. Alors, le risque, on va pas parler de chance, mais le risque est infime. Hein. Le risque est infime, mais nous on s'expose quand même parfois sur des collines avec un trépied pour l'appareil photo, ce qui fait office de paratonnerre. Donc ça peut être dangereux. On joue un petit peu avec la mort. Hein. Il faut le dire, les choses comme elles sont, même si le premier risque est la route pour les chasseurs d'orage et les sangliers également. Attention aux sangliers. Oui, toujours. Oui, on joue avec la mort, mais en même temps il y a un côté un peu jouissif, vous savez, de revenir avec une photo, un Graal, quoi, de notre chasse à l'orage de la nuit, où on a un petit peu affronté les éléments et risqué notre vie pour faire de belles photos. Et on a gagné. Et on a gagné, parce que si on perd, on n'a pas le temps de voir la photo. Alors ça, c'est une part importante de votre vie, mais vous êtes un scientifique, vous êtes un vrai scientifique. C'est pas parce que vous avez un chapeau de cow-boy que c'est pas sérieux. Vous avez fait des études. Alors, pas uniquement sur la météo, vous avez plutôt embrayé sur l'agronomie, si j'ai bien compris. C'est ça. Et c'est là où vous faites de l'agroclimatologie aujourd'hui. Et donc, quelque part, c'est, j'allais dire, pour schématiser, vous me direz si je me trompe, c'est de la météo pratique sur le moyen et le long terme pour les agriculteurs, quoi. De la climato, alors, si c'est la climato, oui. Ou long terme. Ouais. En fait, l'agroclimatologie, c'est l'impact du climat sur l'agriculture. C'est-à-dire,
par exemple, c'est hyper concret, hein, c'est est-ce qu'on pourra cultiver du vin dans l'avenir en Belgique? Ouais. C'est déjà le cas. Hein. La réponse est oui. Oui. Ouais. Est-ce que les frites seront plus petites parce que les pommes de terre auront eu des sécheresses pendant l'été? Est-ce qu'on aura toujours des pommes de terre d'ailleurs en Belgique, ou est-ce qu'il faudra les cultiver plutôt au Danemark ou alors en Suède ou en Finlande? Par contre, les tomates, on va les cultiver en France et en Belgique aussi, parce que on va oui, c'est. En fait, donc c'est préparer le terrain pour les changements en fait. Le terrain économiquement pour ces changements, oui. Ouais. Pardon, c'est de préparer du coup l'arrivée de ces nouvelles filières. Ouais. Parce que le plus simple est de planter la tomate et de la récolter. C'est déjà compliqué. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, voilà. Par contre, derrière, qui le consomme, qui le stocke, qui le revend, qui le transforme. Ça, c'est la filière. Ouais. Et ça met des dizaines d'années à se mettre en place. Ouais. Nos vins français, vos bières belges ne sont pas arrivées du jour au lendemain sur le marché mondial. Ça fait des millénaires. Imposées. Ouais. Voilà. Donc il faut du temps. Ça fait des millénaires que c'est comme ça. Et là, en très peu de temps, en fait, on va changer d'échelle. C'est ça aussi le truc, c'est que on a pu absorber le changement climatique au fil de l'histoire de l'humanité, parce que ça se faisait quand même relativement lentement. Ici, on se rend quand même tous compte que ça s'accélère. Tout à fait. Tout à fait, ça s'accélère, mais vous le remarquez pas forcément que par le thermomètre. Vous le remarquez aussi par la date de floraison des arbres. Oui. Regardez, aller dans Bruxelles aujourd'hui, les magnolias, les prunus, les marronniers sont déjà en train de débourrer. Il y a même des prunus qui ont fini leur floraison. Pour vous dire, alors que normalement, ils devraient les commencer maintenant. On a l'impression aujourd'hui que les saisons sont toutes un peu décalées. C'est ça. Mais voire même parfois qu'elles s'imbriquent un peu les unes dans les autres. C'est vrai. Les saisons sont toutes décalées. Le printemps arrive 2 semaines plus tôt. Ouais. Le printemps, si on regarde au niveau des plantes, il arrive 2 semaines plus tôt. L'été arrive également 2 semaines plus tôt, mais dure aussi 2 semaines de plus en automne, tandis que l'hiver, on a une espèce de continuité d'automne. Oui, Notre hiver devient un automne en continu. Et au milieu de l'été, on a ce qu'on appelle, nous, un surété. Peut-être pas encore en Belgique, mais dans le sud de la France, on a une saison encore plus chaude. Encore plus sèche, qui fait des températures qu'on n'avait jamais atteintes, qu'on dépasse régulièrement. Maintenant, c'est tous les ans. Hein. Oui, mais vous mettez... Il y a des statistiques aussi, il y a des tableaux, etc. dans le livre, pour qu'on ait vraiment des exemples concrets, avec des feuilles. Pas seulement la température du sol, mais les températures des feuilles qui sont montées jusqu'à 50 degrés et tout est cuit, quoi. C'est ça. On a eu l'épisode à 46 degrés le 28 juin 2019 en France, qui a fait que nos végétaux ont dépassé leur seuil de résistance physiologique. Ouais. C'est-à-dire que quoi qu'on fasse, ils allaient quand même brûler. Donc 46 degrés pour de la vigne, du laurier, de l'olivier, ils ne peuvent pas résister à ces températures-là. C'est-à-dire que le changement climatique peut apporter des éléments positifs jusqu'à plus 3 degrés, notamment en Belgique. Par contre, à partir des plus 4 degrés, quand on dépasse les seuils de stress, de résistance, plantes, en fait. Et des êtres vivants aussi. Et des êtres vivants. Nous aussi, on a une résistance tout à fait, limitée. Mais aussi, alors moi, je parle beaucoup des vaches laitières aussi. Les vaches laitières, très sensibles aux fortes chaleurs, et elles sont particulièrement impactées, du coup, durant l'été. Déjà, en préparant votre thèse, je pense, vous aviez fait une expérience, vous aviez mis dans un centre d'expérimentation des plantes à différentes températures pour voir de quelle manière elles évoluent, etc. Donc, et ça, c'était quand même il y a quelques années maintenant. Donc, en fait, tout le monde sait. Je veux dire, les chiffres, les simulations, elles sont là. Et vous êtes un expert en simulation aussi. Exactement. J'ai travaillé sur l'impact de la température sur les végétaux. Donc, j'ai mis des températures à 5, 10, 15, 20 jusqu'à 40, 45 degrés. Et j'ai étudié la croissance des feuilles. Voilà, pour voir la vitesse de photosynthèse, ce qu'elle rejette, etc. Beaucoup de choses. Et donc, ça m'a permis de caractériser ce qu'on appelle des courbes de réponse à la température. Ça devient de plus en plus rapide jusqu'à 30 degrés, puis après, ça décroît parce qu'il fait trop chaud. Voilà. Donc, c'est vu, su, connu, quoi. Maintenant, on les sait. Et donc, on peut regarder par rapport aux évolutions climatiques, où est-ce qu'on se situera dans cette courbe de croissance. Et ce qu'on réalise, c'est que de plus en plus, en été, on va dépasser l'optimum de croissance. À peu près 22 degrés pour la salade, 19 degrés pour le poireau, 31 degrés pour le maïs, 34 degrés pour le sorgho, 42 et jusqu'à 35 degrés à peu près pour l'olivier. Quand on les dépasse, cette fois-ci la croissance ralentit et donc on perd de la productivité. Et on peut perdre une récolte. Il y a un truc, il y a une carte qui m'a amusé. Enfin, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais c'est la culture du pois chiche, où aujourd'hui c'est vraiment limité à des zones très très chaudes, et où je regarde demain, en fait on va pouvoir en cultiver dans l'Europe entière. C'est ça. Donc on a une évolution en parallèle de la gastronomie. Oui. Le houmous ou d'autres formes dérivées du pois chiche. C'est très bon, ça dit le pois chiche, hein, c'est plein de bonnes choses. On peut faire beaucoup de choses, et d'ailleurs c'est un légume sec, c'est des protéines végétales, et justement on en manque dans notre alimentation. Eh bien, ces pois chiches, oui, pourront se cultiver de plus en plus en France, tout comme les agrumes.
Tout comme le pois chiche jusqu'en Belgique d'ailleurs. Ouais, ouais. Les agrumes, pas jusqu'en Belgique cependant. L'olivier, pas jusqu'en Belgique également. Le sorgho, il pourrait remonter jusqu'en Belgique. Le niébé, un haricot africain, il pourrait remonter jusqu'en Belgique. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Il faut faire évoluer notre alimentation. Il faut qu'on apprenne de nouvelles recettes. Ouais, des nouvelles recettes. Des nouvelles recettes parfois africaines. Oui, oui. Voilà. On va s'adapter, quoi. On va faire de plus en plus de cacahuètes au sud de Paris. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut rien faire. Oui. Mais on sait que de toute façon, on a quand même déjà dépassé un certain seuil. Donc du changement, il va y en avoir. Maintenant, on peut encore, si j'ai bien compris, on peut encore le limiter. Alors, il faut adapter. Mais on va devoir faire les deux. Oui. Limiter et s'adapter en même temps, quoi. C'est un peu ça que vous expliquez aussi. Adapter, parfaitement. Il faut adapter, s'adapter, parce que le changement climatique, il est là jusqu'en 2050, vu les émissions de gaz à effet de serre, et vu qu'il faut continuer à manger, on va forcément adapter l'agriculture au moins jusqu'en 2050, que ça soit clair. Par contre, derrière, l'agriculture a le rôle aussi d'atténuer le changement climatique, c'est-à-dire qu'il faut favoriser toutes les techniques végétales, plus d'arbres, plus de cultures, qui permettront de récupérer ce carbone de l'air. C'est compliqué d'être agriculteur aujourd'hui, parce que avant, entre guillemets, il suffisait, j'espère que ceux qui m'entendent vont pas m'en vouloir, mais de récolter ce qu'on avait semé. Oui. Aujourd'hui, il faut être ingénieur. Et il faut être, en fait, le métier d'agriculteur est un métier multitâche. Il faut être économiste. Mais c'est devenu un métier éminemment scientifique. Chimiste, il faut être mécaniste aussi. Il faut être biologiste. Oui, alors ça a toujours été un métier multitâche, mais là, on est en train de mettre sur le dos des agriculteurs de plus en plus de briques. Par exemple, il faut que l'agriculteur gère les arbres, le microclimat, les haies et remette le sol dans l'état dans lequel il l'a trouvé à l'origine. Quand vous faites des conférences, quand vous allez les voir, ils prennent ça de manière, ils en sont prennent bien. Oui. Ils en sont conscients. Par contre, derrière, c'est qui finance ? Est-ce que c'est encore l'agriculteur ou est-ce qu'on aura des aides de l'État pour ces transitions ou des aides européennes? Est-ce qu'on aura des haies qui vont se mettre en place? Est-ce que c'est l'agriculteur qui doit payer sur son temps de travail pour les tailler? Ou est-ce qu'on aura un plan en fait, national ou européen? De toute façon, in fine, c'est nous, consommateurs, qui allons le payer. Que ce soit dans les impôts ou dans les prix qu'on va payer les aliments, ce sera la même chose. Il faut que le consommateur comprenne qu'il doit manger plus cher. Oui. Je suis désolé de dire ça, on va me dire oui, mais il y a aussi les personnes qui ont le moins de moyens. Je suis d'accord aussi avec ça. Par contre, si on n'a plus d'agriculteurs parce qu'on les rémunère pas suffisamment, derrière, qu'est-ce qu'on va manger? On va importer. Et c'est pas forcément de la qualité, on va dire, européenne. Ouais. Et vous le dites aussi, manger moins de viande, en tout cas moins de viande rouge, peut-être en manger de la meilleure, mais en manger moins, quoi, parce que ça pollue beaucoup. Alors, les rots des vaches, c'est pas les paies, ce sont les rots. C'est vrai, pas les paies? Ouais, ce sont les rots, je vous apprends quelque chose. Je ne sais pas qu'on allait parler de rots et de paies tous les deux. Ça va, du coup, on le fait. Oui. Et en fait, c'est ça qui émet du méthane. Oui. C'est ça qui émet du méthane. Alors, on mange 3 fois trop de viande rouge. Ouais. On peut se rabattre sur la viande blanche, les œufs, et sur les protéines végétales ou d'autres protéines animales. Ouais. Par contre, derrière, et c'est hyper important pour un agroclimatologue, les protéines animales, donc la viande, a un rôle aussi dans la production végétale. Je rappelle aussi que la fertilisation du bio est due aux déjections animales. Ouais. Je rappelle également que la structure de nos paysages, le bocage de nos alpages également dans les Alpes, c'est l'animal qui le gère. Tout est dans l'équilibre et dans la modération. C'est comme tout scientifique d'ailleurs, il va vous dire la question est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît et en réalité la réponse est complexe. Ouais. Et là pour la viande c'est pareil. Si on devient tous 100% végétarien, on n'aura plus de production végétale ou alors on aura des difficultés à la produire où on dépendra essentiellement de la chimie. Si par contre on trouve un équilibre, on pourra façonner nos paysages, garder nos zones humides, nos alpages, manger la viande de meilleure qualité au fourrage, du coup, à l'extérieur, et garantir aussi d'avoir des paysages qui soient protégés. Un peu de bon sens, quoi. Un peu de bon sens, voilà. Finalement. Orage sur le climat, c'est très complet, c'est très intéressant, c'est très didactique, et il y a de l'humour aussi. Donc voilà, il y a tout dedans. C'est de Serge Jacquat. Merci beaucoup, Merci Serge. À tous.